On laisse place tout de suite pour parler de cette transition au bouleversement numérique à Antoine Courret, Anne-Sophie Jiménez, Yann Ferguson, Paul Courteau, Éric Ginca. Et c'est Luc Martha de Andrade qui va modérer avec talent les échanges. Merci pour le talent. Je vais faire de mon mieux. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne m'entends pas là. Oui? Bien, je vais animer cette table ronde sous un angle schumpeterien. Parce que si tout le monde connaît Schumpeter, hein, qui nous parlait de la destruction créatrice et qui en 1942 nous disait que le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais se développe à côté et le concurrence jusqu'à l'étouffer. Le problème avec le numérique, c'est de savoir si les entreprises vont savoir s'adapter pour basculer dans le nouveau, parce que si elles restent du côté de l'ancien, ça risque d'aller relativement vite. Alors, si on pousse un peu le bouchon loin, et si donc notre production, la production de nos entreprises robotisées, allait jusqu'à produire de la valeur sans emploi, ou en tout cas, si elle produit de la valeur avec des process, des organisations radicalement différentes et des emplois radicalement modifiés. Et c'est ce que l'on va essayer de voir dans le cadre de cette table ronde. Et le sujet, c'est de voir comment faire de ces technologies une force pour la performance de nos entreprises et aussi pour le chef d'entreprise qui ne connaît pas ce monde en forte évolution qu'est le numérique. Comment faire? Alors, je vous propose de commencer par le Hub Francia. Antoine, tu es le président du Hub Francia. Qu'est-ce que c'est que le Hub et quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'il apporte finalement à l'ensemble des entreprises françaises? Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis président du Hub Francia. Le Hub Francia, c'est une association privée qui a été créée il y a 5 ans maintenant. Pourquoi on l'a créé et qu'est-ce qu'il apporte? Quelque part, c'est ce qu'on dit. Enfin, tout à l'heure, on parlait de curiosité, conviction, intérêt. Disons qu'il y a 5 ans, l'IA était plutôt un sujet de curiosité, que ça commence à devenir un sujet de conviction, et pour ceux qui ont basculé dedans, ça devient un sujet d'intérêt, en fait, un peu comme le sujet à impact. Et pourquoi on l'a créé, c'est en France, enfin la France et l'Europe sont globalement très bons, très en avance sur des sujets de recherche dans l'intelligence artificielle, que ce soit en maths ou en computer science, un peu moins en computer science, où il y a encore des efforts à faire. Mais en revanche, on est très mauvais sur le côté industrialisation. Pour donner des exemples très concrets, voilà, on a de très bons chercheurs. Dans la plupart des grosses entreprises tech américaines, la plupart des patrons des divisions IA sont français, en fait. Bon, c'est un peu dommage, ils ont fait leur thèse en France et en fait, ils transforment la partie industrielle aux États-Unis. Donc c'est un peu dommage et c'est une des raisons de la création du Hub, de faire en sorte que, je pense qu'on en reparlera après sur le bouleversement numérique, une des raisons pour lesquelles garder ces talents est important, mais pour ça, il faut des beaux projets. La deuxième grande raison, c'est que si on veut que les entreprises industrielles européennes se transforment par l'IA, il y a un énorme pas à faire entre la partie recherche et la partie industrielle. Et ça, c'est la deuxième raison d'être du Hub Francia. Juste l'interrelation du Hub avec le gouvernement ou l'Europe, si tu peux nous en dire 2 mots. Comment est-ce qu'elle est... Alors le Hub, effectivement, même si c'est une association privée qui regroupe à la fois des grands groupes ou des PME ETI
plutôt consommateurs d'IA et des startups qui sont plutôt des producteurs de solutions pour l'IA, donc avec à peu près 150 membres. Aujourd'hui, il travaille énormément avec les institutions publiques. Donc le Hub a contribué au rapport Villani tout au début, donc en 2007-2018. On est partie prenante de la stratégie nationale en IA depuis 5 ans, donc en travaillant avec, avant Renaud Vedel, maintenant il a changé de position, mais avec l'équipe de Renault sur cette stratégie nationale en IA. Évidemment, nous plus sur le volet industriel, mais on est également impliqué dans le volet recherche, puisqu'on a été partie prenante de l'audit de la Cour des comptes sur le plan de recherche en IA, et on est membre d'un certain nombre de comités de pilotage sur ces thématiques-là également. On est évidemment très lié également avec la DGE pour insuffler, anticiper un certain nombre, on en reparlera sur le sujet des financements, un certain nombre de plans de financement et d'investissement, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, notamment avec des approches bilatérales. Il y a notamment à ce moment le deuxième appel à projet sur la mutualisation de données entre franco-allemand, donc pour des projets qui sont entre la France et l'Allemagne. On est également évidemment très lié avec la BPI sur ces sujets de financement et de l'innovation, ainsi qu'avec le GPI. Et puis après, en dehors de ces relations-là, c'est aussi pour ça que j'aime bien, et merci de nous accueillir avec le Hub là à Toulouse. On est évidemment fait en sorte d'être très en lien avec la partie territoriale, donc à Toulouse, mais également en PACA avec le cluster IA, avec le Nord, avec les Hauts-de-France qui a une grosse politique, avec le Grand Est qui a une belle politique IA, en lien avec l'Allemagne également, et effectivement plus sur l'aspect hors France avec l'Europe. On va sans doute annoncer en début d'année prochaine même si on bosse avec eux maintenant depuis 3-4 ans, une fédération au niveau européen avec une dizaine d'autres pays, dont notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, les Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Autriche, Croatie. Bon, j'en oublie encore certains nombres, mais justement pour animer dans une approche plus bottom-up, donc plus dans une approche un peu privée, les écosystèmes IA au plus proche des enjeux terrain, quoi. Si on parle, pour rester au niveau du concept, là, si on parle de SI-IA versus SI, quelle est la révolution? Et en quoi est-ce qu'il est obligatoire d'aller vers un système d'information avec de l'IA dans tous les recoins du SI? Le SI-IA ou le fait d'intégrer de l'IA dans le système d'information, quelque part, ça peut être un objectif en soi, mais c'est surtout plutôt un moyen de passer des transitions. La thématique, c'est transition, bouleversement numérique. Je suis persuadé qu'on est plutôt dans une forte rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de transitions. On parlait juste avant de la finance durable, on parlait de la transition écologique, environnementale, énergétique, transition également sociale, sociétale, sur la pénurie des talents. Et en fait, on voit que concrètement, si on ne fait que ces transitions qu'en regardant chacun des petits bouts, en fait, on rame, ça ne marche pas. Voilà. De temps en temps, je ne sais pas si vous avez déjà joué au Rubik's Cube, voilà, quand vous êtes proche d'une solution, pas de bol, vous n'êtes pas sur la solution, quoi. Et si vous essayez juste de twister un tout petit peu plus la solution, ça ne marche pas. Il faut tout recasser, repartir pour trouver un nouveau mode de faire. Et aujourd'hui, on est face à ça. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de transitions à passer et on ne les passera que en faisant des ruptures fortes. Et donc, quand on va sur le SI-IA, c'est une sorte d'aboutissement qui est en train de se passer dans pas mal d'entreprises assez avancées, où typiquement, l'IA va s'inscrire dans l'architecture informatique des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il y a un premier move to cloud qui est enclenché dans un certain nombre d'entreprises, même si je pense que c'est à peu près un tiers des entreprises qui ont ce mouvement-là, et donc vers des architectures assez différentes des architectures habituelles, type base de données, serveurs, etc., mais vers des architectures qui vont être plus sur des couches as a service,
donc infrastructure as a service ou infrastructure as code, plateforme as a service pour les couches de services managés et software as a service. Et quelque part, l'IA dans cette architecture-là va arriver avec une couche de AI as a service qui va être entre le PaaS, plateforme as a service, et le SaaS, software as a service. Alors pourquoi ça va arriver? Pour deux raisons principales. La première, c'est que toutes les entreprises ont ces transitions à faire sur leur processus pour aller vers ce que les plus avancés appellent des AI-driven entreprises, qui peuvent être poussées pour deux sujets, soit des transformations de processus, typiquement ce qu'Airbus a fait pour intégrer la chaîne complète de gestion des programmes, plus de la gestion des pièces détachées en aval vers les airlines, donc qui va prendre l'ensemble des fournisseurs jusqu'à l'ensemble des clients, qui est possible parce que dans le monde aéronautique, en gros, il y a deux grosses boîtes au niveau mondial, donc elles peuvent se mettre au centre. C'est assez rare, en fait, les industries où il y a deux grands acteurs qui peuvent, en gros, organiser cette chaîne-là. Mais l'ensemble des autres entreprises est en train de le faire. Donc, en gros, c'est un changement des processus industriels qui est nécessaire pour les deux raisons dont on parlait avant, c'est-à-dire optimiser les chaînes, décarboner, changer, faire face à la pénurie de talent. Et donc, pour revenir sur la partie pénurie de talent, faire ces changements d'architecture, en fait, nécessite des nouveaux talents, enfin, soit des changements dans les talents côté informatique, soit des nouveaux talents. Or, ces talents sont rares. Et donc, il faut productiser les solutions qui permettent de faire ça. Et pour productiser des solutions, il faut aller effectivement vers des SI orientés nativement IA ou designés avec des briques d'IA as a service à l'intérieur, parce que ça fait faire des gains de productivité énormes. Enfin, pour donner un exemple très concret, la plupart d'entre vous avaient déjà fait sans doute un peu de mouvement vers le cloud ou est allé vers des solutions de virtualisation de serveurs. Voilà, ça simplifie en fait la gestion des serveurs, la redondance, les problématiques de sécurité, etc. Il y a le même sujet dans l'IA puisque vous allez traiter des données, vous allez mettre en production des modèles. Il faut éviter qu'il y ait des fausses sources de données qui arrivent quand le modèle est en production, donc il y a des questions de sécurité, etc. Donc soit en fait chacun le fait, ça, il faut plein de talents. C'est des talents qui coûtent cher, qui sont rares, etc. Donc, soit vous allez mettre beaucoup de temps, soit vous allez mettre beaucoup de temps à faire, soit vous prenez des solutions qui ont déjà packagé tout ça, un peu comme VMware l'a fait pour virtualiser les serveurs. Il y a des entreprises qui font la même chose pour productiser toute cette chaîne d'IA as a service, et du coup, les ressources vont plutôt se concentrer sur la transformation des processus, éventuellement la transformation de business model. Hein. Je parlais d'Airbus, mais il y a aussi Decathlon qui va vers le product as a service. J'achète plus un vélo, je loue un vélo chez Decathlon avec l'ensemble de la gestion du SAV, etc. Pour aller vers ces changements-là, il faut aller vers des SI orientés IA pour gérer la donnée et gérer les modèles facilement. Grosse globalisation de la démarche. Alors, je vous propose de passer un petit peu sur quelques cas d'usage des entreprises qui sont présentes ici. Donc, Anne-Sophie, tu représentes le métaverse. C'est le sujet phare et à la mode du moment. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton entreprise, de WeDid? Est-ce que tu penses que de l'avenir du métaverse et de l'avenir très proche? Alors, merci pour la représentante du métaverse. Je ne suis pas sûre que ce soit un cadeau, parce que quand on interroge les Français sur est-ce qu'ils ont peur du métaverse, il y en a à peu près 75% qui disent oui. Et quand on leur demande combien ont déjà eu une expérience du métaverse, il y en a à peu près 3% qui disent oui. Donc c'est assez considérable de mesurer l'écart entre quelque chose qui fait peur parce qu'on ne le connaît pas et quelque chose qui en fait n'existe pas encore. Hein. Le métaverse, ça n'existe pas. Le métaverse, en fait, ce sera le moment où en fait votre avatar, la représentation digitale que vous auriez choisie de vous-même, pourra se balader sans couture, entre guillemets, entre le magasin Carrefour, par exemple, et puis ensuite aller assister à un concert sans changer finalement d'environnement, de site web, comme on parle aujourd'hui quand on fait un achat sur Amazon et qu'après on change de site web pour aller consulter, par exemple, le nouvel album de Beyoncé. Voilà. Donc, pour revenir sur WeDid, c'est quoi en fait? C'est en fait la volonté de développer les formations par la pratique. C'est vraiment le fondement de WeDid, c'est de lutter contre une forme de fracture pédagogique
qui s'opère très rapidement dans nos systèmes entre ceux qui sont bons à l'école parce que leur façon d'apprendre correspond à la façon d'enseigner et tous les autres qui vont parfois aller jusqu'à un décrochage scolaire, non pas pour des problèmes d'intelligence, mais pour une problématique de non-adaptation au système scolaire. Voilà. Alors quand j'ai dit cela, j'ai posé la problématique et je ne vous ai toujours pas parlé finalement de digital ou de numérique ou d'outils. Eh bien oui, parce que en fait, moi si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que par rapport à un sujet qui paraît complexe, qui paraît technologique, en fait, il faut toujours revenir au sujet de l'outil. C'est-à-dire qu'une technologie, elle va être utile pour vous, entrepreneurs, si elle vous permet de résoudre un problème ou d'être particulièrement innovant. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui différencie les animaux et l'intelligence animale de l'intelligence humaine, c'est que nous, humains, en fait, on sait fabriquer et utiliser des outils. Quelques animaux le font. Hein, je crois les singes, pour aller manger des fourmis, ils mettent des bâtons dans des, dans des troncs d'arbres. Mais c'est quand même assez limité. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle, qui est un peu le sujet fil rouge de notre conversation aujourd'hui, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à moi, entrepreneur, ça va me permettre d'être meilleur, de vendre plus, de mieux rendre un service à mes clients. Et pour revenir à We Did, pourquoi on a eu besoin d'intelligence artificielle et déjà, ne serait-ce que de data science, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on développe des simulateurs de réalité virtuelle / métavers aujourd'hui, parce qu'on est en pleine période de rebranding, voilà, on va dire, grâce à Mark Zuckerberg, et dans lequel, en fait, vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous allez vous retrouver, comme moi, là, par exemple, sur scène, devant, je sais pas, on doit être à peu près une centaine de personnes, et vous allez devoir faire un pitch, par exemple, de 3 minutes. Ce qui est intéressant déjà pédagogiquement, c'est l'immersion. C'est le fait que vous allez mobiliser vos compétences pour faire quelque chose. Et donc votre cerveau, en fait, il va beaucoup mieux retenir, simplement parce qu'il va être plus actif, parce qu'il va y avoir une connexion émotionnelle avec ce que vous faites. Alors la place de l'intelligence artificielle ou de la data là-dedans, c'est qu'à un moment, pour progresser, que ce soit quand on fait un régime alimentaire ou quand on est fan de course à pied, la meilleure façon, une des conditions nécessaires à continuer un entraînement qui vous coûte un effort, c'est que vous allez pouvoir mesurer votre progression. Parce que vous avez une montre connectée qui vous dit que vous avez mieux couru cette fois-ci que la dernière fois, ou parce que votre balance vous dit que oui, ça marche, vous mangez moins, donc vous mincissez, c'est bien. Voilà. Eh bien, nous, c'est ça qu'on a voulu faire dans nos simulateurs de réalité virtuelle. En fait, vous avez pendant toute l'expérience qu'on appelle un peu pompeusement, un peu de façon marketing, un coach digital qui va vous dire, par exemple, je vais faire un truc. Voilà, là, vous ne m'entendez pas quand j'enlève mon micro. Bon, et bien dans le simulateur de réalité virtuelle, quand je fais ça, j'ai un wording qui me dit attention, les gens ne t'entendent pas. Et donc, c'est un peu une forme de dressage quelque part. Hop, je me remets avec le micro près de la bouche. Voilà. Donc ça, c'est une première forme de comment on utilise la donnée. C'est-à-dire que je sais où est le micro, où est votre main par rapport à votre bouche, et je vous dis comment vous améliorer. Et à la fin de l'expérience, vous avez tous vos mots, tous vos tics de langage, par exemple, votre débit de parole, tout un nombre de paramètres qui vous permettent de voir où vous en êtes et comment progresser pour la suite. Voilà. Alors pour enchaîner, Paul, finalement, tu mets en application l'IA pour la gestion des ressources humaines. Voilà, comment est-ce que ça fonctionne ? Je partage un point qu'a partagé Anne-Sophie. En fait, la grande question qu'on se pose quand on parle de l'IA, parce que l'IA a fait beaucoup de bruit, même le fondateur de Siri a dit l'IA n'existe pas. Donc la grande question, c'est à la fin, comment est-ce que ça va servir à un enjeu concret, très pragmatique, répondre à un besoin opérationnel. Est-ce que l'IA est un moyen, pas une fin en soi ? Parfois, on l'oublie, on le voit dans les startups, dans les pitchs de startups. Et on a été les premiers à faire ça, mais on inverse. On dit, on a une IA qui, en fait, le problème, c'est qu'il faut d'abord parler du problème que vous devez résoudre et voir si l'IA est le meilleur moyen d'y arriver. Donc ça, c'est notre conviction. Alors, 2 mots sur NeoBrain. J'ai fondé NeoBrain il y a 4 ans et demi, sur un constat assez simple. J'ai pris je voyais bien que le monde changeait très vite et que l'économie allait se bouleverser. Et j'ai pris le Fortune 500 dans les années 2000, les 500 plus grandes entreprises dans le monde dans les années 2000. En 20 ans, il y en a 1 sur 2 qui a soit disparu, soit qui est sortie de ce classement. Elles avaient 3 choses en commun. Une vision statique de leurs compétences, une difficulté à allouer la bonne mission, le bon talent sur la bonne mission,
et une difficulté à projeter et à engager leurs équipes en leur projetant les prochaines opportunités qu'ils allaient pouvoir réaliser en interne. Et en faisant ça, fidéliser les top performers. Et donc c'est comme ça qu'on a conçu NeoBrain, avec l'enjeu d'aider les entreprises à louer la bonne compétence au bon endroit au bon moment. Et donc pour ce faire, on a conçu cette plateforme digitale, NeoBrain, qui vient se déployer dans les entreprises et qui aide chaque salarié. Donc si chacun d'entre vous fait l'expérience, je vais importer mon CV ou synchroniser mon profil LinkedIn. Le système va m'aider à décrire les compétences que j'ai développées, parce que la compétence est très abstrait. Donc l'IA, première application de l'IA concrète, m'aider à décrire les compétences que j'ai développées, m'aider à anticiper celles que j'ai envie de renforcer demain. Et grâce à ça, le système va m'aider à dessiner des trajectoires dans l'entreprise et parfois des parcours qui sont plus atypiques que ceux qu'on connaît traditionnellement. Et donc ça, c'est une application pour aider les salariés à se projeter. Et ça a été un sujet... Donc, pourquoi? Alors, on a vécu une accélération assez forte. On a recruté 50 personnes là en 5 mois. On est 140, on était une cinquantaine, on est 140 aujourd'hui. En un an, on a fait une levée de fonds de 20 millions d'euros en mars dernier pour accélérer. Et en fait, on a vécu une accélération forte parce que les entreprises avaient un problème, c'est une pénurie de talents. On vit tous le même truc. On a du mal à trouver les bons talents à l'extérieur. Donc, ce qui a fait que beaucoup d'entreprises se sont concentrées sur l'intérieur en disant comment je fais déjà pour retenir, fidéliser mes talents, comment je fais pour répondre aussi à un enjeu celui qui est en train d'arriver en ce moment. Alors, on discute avec beaucoup de clients, comment faire plus avec moi? C'est la grande question de 2023. Comment faire plus avec moi? Donc comme ça, donc l'enjeu, c'est finalement quand j'ai un besoin, comment est-ce que je vais chercher mon talent, la compétence en interne, plutôt que d'aller la recruter à l'externe, de perdre 6 mois, 9 mois et peut-être même de manquer certains marchés. Donc c'est comme ça qu'on vient révéler les talents et faciliter la rencontre entre la demande de l'entreprise et l'offre de compétences en interne. Donc ça, c'est une application concrète. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, c'est pour ça qu'en fait la technologie, c'est un service. C'est un service en support de vos besoins et des enjeux auxquels que vous adressez. Ce qui est intéressant, on a essayé de remonter un peu la chaîne en se disant, finalement, si on fait de la recherche sur les fondamentaux de l'intelligence artificielle, on va pouvoir voir quelles sont les prochaines applications et quels sont des nouveaux problèmes que la technologie pourra déverrouiller. Un exemple concret, je vais me prendre deux, mais un qui était assez marquant pour nous. On s'est rendu compte que les salariés dans les grands groupes, il y a plein d'opportunités. Un exemple chez Natixis, ils avaient donc, un grand groupe dans la finance, groupe BPCE, plein d'opportunités internes, très peu de candidats à postuler, en même temps un taux de départ, un taux de turnover très élevé. La première raison, on ne voit pas d'opportunités internes. Donc, ils se sont dit comment est-ce qu'on fait rencontrer les deux? C'est pas possible, quoi. Et donc ils avaient un poste sur 8 qui était pourvu par un candidat interne. En mettant en place l'intelligence artificielle, qui du coup va tenir compte de plein de critères individuels, mes compétences, mes contraintes, mes appétences, les besoins de l'entreprise. En 12 mois, on est passé de 1 poste sur 8 à 1 poste sur 2 pourvu par un candidat interne, un turnover qui a été divisé d'un tiers, qui a été réduit d'un tiers. Et ça, c'est une application concrète qui répond à un enjeu business. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vois que... Pardon. On a un problème de timing. Antoine, je t'ai présenté comme président du Hub, mais tu es aussi président d'Aléa. Alors Aléa, est-ce que c'est un Palantir français ou pas? Enfin, c'est la plateforme data, qu'est-ce qu'elle apporte à la fois aux entreprises qui peuvent développer des algos ou aux entreprises utilisatrices? Alors effectivement, je suis aussi président, et fondateur d'une startup qui s'appelle Aléa, qui est typiquement une plateforme de développement et de déploiement en production d'intelligence artificielle, donc qui est cette couche d'AI as a service. Qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui? En fait, c'est ce qu'on dit, ce que Anne-Sophie et Paul disaient juste avant, c'est que l'IA doit avant tout avoir une finalité. Pour faire l'IA, il y a besoin de 3 choses. Il y a besoin de data, il y a besoin d'algo et il y a besoin de ressources informatiques. Et tout ça doit se faire dans un cadre relativement sécurisé. Donc c'est ce qu'apporte Aléa, c'est-à-dire que Aléa va notamment un des gros sujets de l'IA, c'est l'accès à la ressource informatique, parce que sans que ça allait, même si ça peut paraître bizarre, mais c'est assez complexe en fait
d'avoir des ressources informatiques qui vont se provisionner automatiquement, qui vont scaler automatiquement quand on veut intégrer de l'IA dans ce système d'information. Et donc, ce que permet Aléa, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, en 3 clics, je vais pouvoir créer mes premiers projets d'IA, développer, entraîner mes premiers modèles, etc. Donc là, c'est pour les data scientists. Et puis, pareil, en 3 clics, quelque part, le développeur, il va pouvoir prendre le code, l'optimiser, le transformer en API et connecter ça à une application ou un système d'information. Et la plateforme en dessous va s'occuper de tout le reste. Donc tout le reste, c'est quoi? C'est la gouvernance pour être compliance avec les sujets de données, RGPD, etc. C'est le fait de provisionner automatiquement l'ensemble des ressources nécessaires, que ce soit en stockage ou en calcul, pour que les modèles tournent. Ça va être le fait de gérer la gouvernance, la gestion des droits, de la même façon les niveaux de sécurité pour que n'importe qui fasse pas n'importe quoi, etc. Tout ça, c'est plein de ressources et qui sont, enfin, qu'on a entièrement intégrées. Pour vous donner quelques comparatifs, c'est l'équivalent d'à peu près une cinquantaine de composants complètement intégrés si vous voulez monter ça sur AWS. C'est le besoin d'à peu près la moitié d'une équipe versus si vous faites tout par vous-même. Donc en gros, ça répond à la fois à l'accélération pour intégrer l'IA plus rapidement, de façon plus sécurisée, plus industrielle, mais aussi de faire face à cette pénurie de talents dont Paul parlait. Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux concentrer les talents sur la finalité, c'est-à-dire transformer les processus, avoir de l'impact avec de l'intelligence artificielle, plutôt que de refaire 10 fois la même chose, c'est-à-dire monter des infrastructures pour l'IA. Alors, Yann, je parlais de destruction créatrice. Est-ce qu'on va avoir les ludites, les canuts, les gilets jaunes dans la rue? Comment est-ce que tu vois ça? Bonjour à tous. Effectivement, l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui produit des applications fortement disruptives pour l'emploi et pour le travail. Et depuis, l'IA, on va dire, réactualise un fantasme de la machine dévoreuse d'emploi avec une nouvelle couche d'automatisation qui va vers les tâches dites cognitives. Voilà. Et en fait, évidemment, l'article de Osborne et Frey en 2013, qui a, pour mémoire, dit 47% des emplois américains se situent dans une probabilité haute d'automatisation à court, moyen, long terme, ça a mis un peu le feu aux poudres. Ça a donné l'impression qu'on avait quelque chose de très violent là, qui arrivait. Alors 2013, 2022, c'est passé 10 ans. Alors effectivement, entre-temps, on a vécu une pandémie qui a pas accéléré ces processus. Ce que cela montre, c'est qu'en fait, la transformation est plus de l'ordre des mutations du travail que d'une automatisation massive d'emplois. Voilà. En fait, on se retrouve avec des technologies qui vont, dans de très rares cas, amener à une automatisation totale d'un emploi. Pour nous, une automatisation, ça veut dire que 70% des tâches d'un emploi se situent à plus de 70% d'automatisation des tâches. Et aujourd'hui, si on utilise les statistiques de l'OCDE, qui sont les statistiques officielles, celles qu'on utilise au ministère du Travail, ça va concerner un peu moins de 10% des emplois en France. Donc on n'est pas vraiment sur une machine dévoreuse d'emplois. Par contre, si on se situe du côté des transformations du travail, on est à plus d'un tiers des emplois qui seraient entre 30 et 70% des tâches automatisables. Donc on est plutôt sur une transformation des métiers que sur une automatisation des métiers. Donc une fois qu'on a dit ça, quelle est la nature de cette transformation? C'est ça qui est intéressant. Alors, de manière spéculative, on utilise 4 grands filtres qui nous permettent de qualifier les emplois qui se situeraient dans une probabilité haute de transformation. Le premier filtre, c'est l'importance des tâches qui mobilisent la flexibilité des travailleurs. La deuxième, c'est la résolution de problèmes. La troisième, c'est les relations humaines, la place des relations humaines et des relations sociales dans un emploi. Et la quatrième, c'est la capacité d'adaptation. Donc on va utiliser ces 4 grandes familles de compétences et on dit, voilà, plus un métier mobilise ces familles de compétences et moins il est disrupté par l'IA. Donc ça, c'est une approche, je dirais, spéculative parce qu'on est plutôt sur
on va regarder des fiches de poste, des fiches d'emploi, et on regarde l'importance de ces 4 filtres dans cette description, on va dire, du travail officiel. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup d'entreprises qui développent des solutions. Quand j'ai démarré mon accompagnement d'entreprise, j'ai démarré avec EDF, c'était en 2016, ils avaient 8 cas d'usage en cours d'expérimentation. Aujourd'hui, ils sont à 140. Vous voyez, donc on est vraiment, hein, en 6 ans, on passe de 8 à 140, on est vraiment sur quelque chose d'important. Donc on peut commencer à observer. Et ce que l'on regarde, c'est qu'il y a quelque chose qui est nouveau, hein, dans l'IA. Quand on parle d'IA, on parle de numérisation, on parle d'automatisation. On sait faire. Enfin, c'est pas la première phase d'automatisation. Donc, on a des sujets de gain de productivité et de déplacement de la valeur du travail qui s'apparentent, hein, aux transformations précédentes. Ce qu'il y a de particulièrement nouveau avec l'IA, notamment par rapport à ce que tu as décrit, Antoine, sur ces IA empiriques à base de data, c'est qu'on est sur des machines qui sont statistiques. Voilà. Alors jusque-là, on a plutôt été avec des machines qu'on appelle déterministes, hein, c'est-à-dire qu'on était dans l'algorithmie classique, on pouvait déterminer à peu près toutes les situations et on contrôlait. Voilà, on contrôlait. Je dirais, quand vous avez des situations que vous arrivez à contrôler, qui sont pour vous très déterminées, des processus très construits, n'allez pas vers l'IA. N'allez pas vers l'IA, restez sur de l'algorithmie classique, vous déterminez tout, vous êtes sur de la certitude. L'IA va plutôt mettre le bazar, et là où vous êtes plutôt sur des choses très, très, très structurées. L'intérêt de l'IA, c'est d'aller chercher, d'aller coloniser l'incertitude. Vous allez chercher de la performance dans quelque chose d'incertain que vous ne maîtrisez pas, et l'IA empirique va aller chercher cette performance supplémentaire. Et là, ça devient vraiment intéressant. Par contre, il y a un coût, et ce coût, c'est que vous êtes sur de la statistique. C'est-à-dire que la proposition de valeur de l'IA ne se présente pas sous forme de certitude, mais sous forme de probabilité. Et donc, vous allez devoir modifier, je dirais, votre mindset, hein, votre algorithme de dirigeant, mais aussi l'algorithme des managers et l'algorithme des collaborateurs pour gérer la façon dont vous positionnez le collaborateur, le manager, le dirigeant par rapport à de la probabilité, par rapport à la prédiction, par rapport à de la statistique. Et là, on est sur quelque chose de nouveau, sur lequel on n'a pas énormément de recul et sur lequel il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter de prendre des risques parce que vous allez chercher de la performance que vos concurrents n'iront peut-être pas chercher parce qu'ils sont très prudents, mais vous allez devoir changer de culture. C'est-à-dire vous allez devoir changer de culture autour de la donnée, vous allez devoir changer votre manière de vous organiser. Pourquoi? Parce que la data ne connaît pas l'organigramme. La data, elle est partout. Elle ne connaît ni la division horizontale du travail, ni la verticale. Elle a besoin de toutes les données. Donc il va falloir que le niveau N+, accepte de partager avec le niveau N- la donnée, et que les autres services acceptent de mutualiser la donnée. Ça a l'air de rien, mais cette suppression des frontières organisationnelle est un vrai enjeu et un vrai aspect bloquant aujourd'hui dans l'intégration. Je vais vous donner un exemple. Une société qui voulait développer une IA pour trouver en interne des solutions pour aller finir de l'extraction de pétrole dans un puits de pétrole. Ils avaient l'impression qu'ils n'arrivaient pas à gagner en productivité pour aller terminer l'extraction. Ils étaient persuadés qu'ils avaient les solutions en interne, donc ils ont dit on va mettre une IA qui va aller chercher dans toutes les archives, quelles que soient les formules des archives, quel que soit l'âge des archives, des solutions pour aller trouver la bonne méthode pour aller finir cette extraction de pétrole. On était en Asie. Et il y avait des services qui disaient on ne veut pas donner nos archives parce qu'on a la trouille que l'on trouve qu'on avait chez nous la solution et qu'on n'était pas fichu de la trouver. Voilà, on l'avait dans nos archives, mais on ne connaît pas nos propres historiques d'archives. Donc, ils ne contribuaient pas à la solution. Voilà, ça, ce sont des vrais enjeux qu'aujourd'hui, l'entreprise doit aborder s'il veut pouvoir profiter de la valeur de cette IA d'apprentissage, cette IA numérique. Alors, rapidement, Anne-Sophie, on va devenir tous dans un monde virtuel. Là, c'est Philippe Cadic où on va se retrouver allongé sur un lit, on va mettre les lunettes et on va se balader, c'est ça? Une minute, hein, s'il te plaît. Non, je ne pense pas. Enfin, ça, c'est le fameux livre qui a donné le film est plus connu, Ready Player One. Donc, pour ceux qui l'ont vu, effectivement, exprime cette vision dystopique. Non, pour moi, j'en reviens au concept d'outil. Hein. Vous prenez un marteau, vous pouvez construire une maison, vous pouvez tuer votre voisin. Voilà, c'est un choix. C'est à nous de choisir ce qu'on veut en faire. Par contre, là où on doit être prudent,
C'est sans doute, vous voyagez beaucoup, vous avez dû voir ces campagnes de pub de Facebook sur le métavers, enfin de Meta, excusez-moi, voilà, où en fait on nous fait miroiter que le métavers va avoir un grand bénéfice. Oui, il peut, mais il faut savoir mettre les garde-fous, et je pense que c'est de notre responsabilité d'entrepreneurs de prêcher la bonne parole et de mettre en place les bonnes actions. Alors Antoine, puis Paul, comment est-ce que finalement, est-ce que ça coûte pas trop cher tout ça, cet investissement dans l'IA, les algos, des solutions logicielles pour la GRH, etc. Pour la GRH, ça c'est Paul qui répondra. Mais je crois qu'il a une proposition spéciale Noël pour Toulouse. Sur le, c'est pareil, il y a quelques mythes voilà, où des très gros projets à plusieurs dizaines de millions d'euros sur le coût de l'IA, etc. Aujourd'hui, le fait de, en gros, mettre en place des modèles d'intelligence artificielle, même de façon industrielle, dans les systèmes d'information, il n'y a plus réellement de barrière au coût. Aujourd'hui, on peut avoir des premières offres de découverte qui vont être, on va avoir des premiers projets, au moins pour avoir des premiers résultats qui peuvent être à quelques milliers d'euros, voire autour de 10-15 000 euros. On va avoir des premiers projets qui peuvent passer en production, être intégrés dans des systèmes d'information pour des entreprises, des PME, des ETI qui vont être autour de quelques dizaines de milliers d'euros par an. Donc la barrière à l'entrée aujourd'hui, les technos sont là. Il y a évidemment des coûts d'apprentissage, mais ça, pour moi, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée économique. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous connaissez le plan France 2030, dans lequel il y a 54 milliards d'euros d'investissement. Donc en plus, ces transitions-là peuvent être financées par plein de moyens, soit au niveau national, soit au niveau local. Il y a en région Occitanie, il y a notamment les dispositifs Redinov qui sont intéressants pour ça. Mais je pense que c'est ce que disait Yann tout à l'heure, la plus grosse transition, et pourquoi tout au début de notre entretien, je parlais plus de bouleversement numérique, c'est qu'aujourd'hui, le plus important, c'est ce côté transversalité. C'est-à-dire que les données, aujourd'hui, sont majoritairement un peu ensilotées dans les organisations, et donc il faut les désiloter. Mais désiloter les données, elles n'ont pas de problème à se faire désiloter. Mais le plus gros sujet, c'est justement... c'est la nécessité de transition organisationnelle, et donc il faut qu'il y ait cette vision de se dire j'ai une partie de conviction, je sais que je vais avoir un intérêt, on pourra en reparler tout à l'heure sur y aller doucement ou y aller rapidement, parce qu'il y a un facteur entre 3 et 4 sur cette approche-là, et donc le plus gros sujet, c'est de se dire voilà, j'y vais. Je vais avoir un coût organisationnel qui peut être aussi financé dans cette transformation-là, peut-être par petits pas, c'est-à-dire peut-être pour entraîner l'ensemble de l'organisation, avoir des premiers use cases simples qui justement ne vont pas coûter trop cher, mais vont commencer à produire des premiers résultats et à emmener l'organisation avec les premiers pionniers au sein d'une organisation. Et ça, quelque part, ça ne coûte pas très cher, et c'est une bonne façon d'y aller progressivement. Et une fois que ces étapes-là commencent à s'enclencher, en fait, on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, parce que l'organisation va être motivée, elle va commencer potentiellement à faire venir ses parties prenantes. Et là, on n'est plus sur une question de coût, parce qu'en général, il y a le retour sur investissement, il est déjà là. C'est-à-dire que, moi, je peux vous donner des exemples très concrets. On peut avoir soit des grandes entreprises ou petites entreprises font leur premier cas. Le premier use case, effectivement, c'est un investissement qui va souvent être entre 10 et 100 cas. Donc, qui n'est pas non plus, on ne parle pas de dizaines de millions d'euros. Mais après, une fois qu'on passe un premier modèle en production, qui peut aussi coûter 50 cas ou 100 cas ou 500 cas, il n'y a quasiment pas de sujet, parce qu'on sait qu'on va avoir, en gros, entre 3 et 4 fois plus de retour sur investissement. Nous, on a, très concrètement, il y a un modèle qui a été passé en production, l'entreprise gagne 100, nous, on prend 25, mais elle gagne 75. Donc le retour sur investissement, il se fait en 3 mois. Quoi. Alors, Paul, ça veut dire que ta solution, elle n'est pas chère, il y a vite un retour sur investissement? Alors, c'est un bon point. C'est une bonne question. Non, je pense que, alors, effectivement, il y a eu au démarrage
il y a quelques années, ça coûtait cher effectivement de mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle, ça demandait de l'entraînement, des compétences complexes, etc. Je pense que, et Antoine le disait, il y a eu plein de choses qui ont été mises en œuvre pour réduire la barrière à l'entrée. Il y a aussi des applications beaucoup plus concrètes. Maintenant, on commence à savoir un peu mieux où est-ce que l'IA apporte de la valeur. Et donc, on a des solutions, comme NeoBrain, c'est des solutions, on se rappelle SaaS, c'est-à-dire que c'est un outil qui est loué par plusieurs clients. Donc, ce qui fait que finalement, le coût individuel, chez NeoBrain, on investit à peu près 8 millions d'euros par an de R&D pour faire tourner le système, mais un de nos clients, ça va représenter 5, 10, 15, 20 000 euros. C'est ce qui, du coup, voilà, par client, la barrière est beaucoup plus faible. Et en fait, on a toutes nos données, parce que c'est aussi la question, il y a le coût, et il y a à qui ça s'adresse. Souvent, on se dit, mais l'IA, en tout cas sur les sujets ressources humaines, on se dit l'IA est tout de suite liée au big data, et donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de salariés pour que ça puisse produire de la valeur ajoutée. Sinon, l'IA ne marchera pas. En fait, la réalité, je donne un exemple concret. On analyse chez NeoBrain, une des solutions qu'on a constituées, c'est d'aider les entreprises à anticiper les compétences dont elles auront besoin de demain. Et ça, le gain pour l'entreprise de s'assurer que le moment venu ait la bonne compétence au bon endroit, il est énorme. Et pour faire ça, on analyse les offres d'emploi dans 50 pays différents. Et grâce à ça, on arrive à prédire des compétences. Par exemple, on a vu que dans l'agriculture, il y a certaines compétences au Brésil qui émergent 7 mois avant d'arriver en France. Donc pour nos clients dans l'agriculture, ça leur donne 7 précieux mois pour s'assurer qu'ils aient donc la bonne compétence en face du besoin. Et ça, l'impact économique, il est très fort. Oui, ouais. C'est le ROI qui est important. Maître, 2 minutes pour le juridique. Est-ce que la réglementation, le juridique, tout ça, c'est complètement perdu, c'est fini là. Il va falloir tout repenser, non? Non, l'IA impacte effectivement un nouveau monde, impacte l'environnement juridique fatalement. Il y a trois sujets principaux. Le premier, c'est la protection des données personnelles. C'est quoi? C'est le sujet de la transparence et de la confiance. C'est un sujet qui est extrêmement connu avec une uniformisation des règles dans l'Union européenne avec le RGPD. Ça, c'est le premier sujet. On a un deuxième sujet qui est celui de la responsabilité. Effectivement, il y a des risques associés à l'intelligence artificielle et on veut protéger les utilisateurs en leur permettant d'accéder à une indemnisation appropriée. Et donc, on est en train de travailler au niveau de l'Union européenne. On nous concocte une directive. Le projet est sorti il y a quelques semaines, qui va modifier le régime de la responsabilité délictuelle lorsqu'on utilise des outils de l'intelligence artificielle. Alors, ça a un impact à son tour. Donc le monde change, le droit change, mais le droit a un impact. C'est très bien identifié par ce nombre d'études. Le risque juridique associé à l'utilisation des outils de l'IA est considéré comme le premier obstacle par les entreprises, notamment les entreprises françaises, pour se doter d'outils de l'IA. Voilà, ça c'est un peu un effet induit. Troisième sujet qui est également intéressant, c'est le sujet de la propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle, ça protège les créations de l'esprit, les créations humaines. Alors là, maintenant, on crée avec de l'intelligence artificielle. Alors ça va nous occuper pendant des années, voire des décennies. Voilà, ça c'est les trois sujets. Mais j'aimerais terminer, puisqu'on me demande d'aller vite, avec le contre-exemple. C'est-à-dire que on pense nouveau monde, donc nouveau droit, mais les fondamentaux, ils perdurent. Je vous donne un petit exemple, une petite affaire assez intéressante. Je suppose que tout le monde connaît un monsieur qui s'appelle Lewandowski. Alors, je ne parle pas de Robert Lewandowski, l'avancement de l'équipe de Pologne, futur adversaire probablement de l'équipe de France. Je parle d'Anthony Lewandowski. Alors, Anthony Lewandowski, c'était un des grands patrons de la R&D chez Google, et notamment en charge du programme de la voiture connectée. Et l'ami Lewandowski, il a quitté Google, puis il est parti avec ses valises virtuelles pleines de fichiers et de données qu'il a réussi à valoriser quand même dans son entreprise personnelle à 2 milliards de dollars. Mais il a été vite rattrapé par la patrouille parce qu'il a valorisé notamment auprès d'Uber. Mais Google est tombé à bras raccourcis sur Uber. Ils ont trouvé des arrangements financiers. Et lui, Lewandowski, il va être endetté probablement pour le reste de sa vie, mais également il va endetter les générations futures de la famille. Mais accessoirement, il a été mis en détention
en août 2020, il a passé depuis 18 mois en prison, puisqu'un juge fédéral de Californie l'a condamné pour violation de secrets de business et de fabrique. Voilà. Donc là, c'est la réalité qui rattrape le virtuel. Alors j'ai un dernier exemple, si vous m'autorisez, qui concerne le métaverse. Et ça va intéresser Anne-Sophie. Alors là, c'est un autre exemple avec un dénommé Rothschild. Alors, ce n'est pas le Rothschild de la famille Rothschild de Château Lafite. C'est une personne qui s'appelle Mason Rothschild. Et lui, c'est un artiste numérique. Il fait des NFT. Hein, d'accord ? Et il a eu l'idée remarquable d'utiliser des sacs Hermès de la gamme Birkin pour faire des NFT. Il les a mis sur une plateforme. Il a gagné pas loin du $1 million. Et puis là aussi, il s'est fait rattraper par la patrouille. Les juristes d'Hermès sont tombés sur la plateforme, ont négocié le retrait. Donc, et lui, il a continué malgré tout. Il a migré sur une autre plateforme avec ses œuvres copiant les sacs Hermès, et mettant en évidence la marque Birkin. Et là, il s'est dit, mais moi je bénéficie en tant que citoyen américain de la liberté d'expression qui est protégée par le premier amendement de la Constitution. Et il a saisi directement les tribunaux pour continuer son entreprise en sollicitant l'application. Et la réponse, elle a été nette, niette, rien à voir. Donc ce qui veut dire que dans les mois qui viennent, ce monsieur Rothschild va être probablement condamné en contrefaçon pour avoir porté atteinte à la marque Birkin. Et chose très drôle, c'est que le $1 million qu'il a gagné, il va falloir qu'il le rembourse, mais il va falloir même qu'il triple la mise, parce que dans le système américain, il y a le principe des triples dommages, c'est-à-dire qu'à titre punitif, non seulement vous remboursez les gains que vous avez gagnés de manière illicite, mais on triple la mise. C'est drôle, non ? Ouais. Ouais. Voilà. Alors, je voulais conclure, Yann. En fait, je pense que vous avez tous compris. Je voulais faire un tour de table là-dessus, mais on est court en temps. Vous avez tous compris que finalement, l'IA, c'est assez accessible, c'est finançable, et en fait, c'est peut-être le premier pas qui compte. Mais je voudrais conclure. Yann, tu es expert au partenariat mondial pour l'IA. Vous travaillez sur l'utilisation de l'IA sur les lieux du travail. Donc, comment le résultat de vos travaux sont-ils diffusés ? D'abord, oui, pour accéder aux résultats des travaux, très traditionnellement, on a un site où vous pouvez avoir tous les rapports que l'on produit. Ma présence ici est aussi dans mon mandat, c'est-à-dire qu'on diffuse ce que l'on produit. Alors, le partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, c'est une initiative de Justin Trudeau et d'Emmanuel Macron de 2018, qui font une déclaration commune au moment où ils co-dirigent le G7 et qui disent qu'il faut mettre en place une structure d'experts indépendants, transnationale, pour apporter du conseil aux dirigeants. Donc c'est une structure assez inspirée du GIEC en fait, c'est le GIEC de l'IA. Voilà. Là-dessus, en 2020, s'est lancé autour de 4 grands groupes de travail. Alors il y en a eu un 5e qui est l'IA et la pandémie, on sait pourquoi. Mais voilà, un groupe de travail sur la gouvernance des données, un groupe de travail sur l'IA responsable, supporté par Montréal, le Canada, et 2 autres groupes de travail, commercialisation et innovation, auxquels la France est très liée, et futur du travail, porté par la France. Donc aujourd'hui, on est 29 pays, on représente près de 50% de la population mondiale. On n'a pas la Russie, on n'a pas la Chine. C'était déjà évidemment des choix avant la guerre en Ukraine. Les Américains mettent une espèce de filtre, c'est la maturité de la démocratie, il faut le dire. C'est très difficile. Les Américains ne veulent pas travailler avec les Chinois autour de l'IA. Donc tous les programmes sino-américains ont été arrêtés, notamment auprès du MIT. Côté commercialisation et innovation, si vous devez aller faire un tour sur le site du JPI, je vous encourage à aller voir l'outil qui est en train d'être créé pour évaluer la maturité d'une PME, mais ça marche aussi pour des entreprises plus importantes. La maturité d'une PME, elle est vers l'IA. Donc ça, c'est François Soulier qui est en train de monter ça, et notamment avec Caroline Chopinon du Hub France IA, qui est, pour l'instant, l'outil n'est pas en place, mais dans le rapport, vous pouvez voir l'intelligence de l'outil. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'on entend par maturité d'une entreprise à aller vers l'IA et quels sont les différents steps pour aller vers cette maturité. Est-ce que vous êtes ignorant ou mature avec des états intermédiaires? Et c'est intéressant. Par exemple, on va évaluer votre modèle d'innovation.
Voilà. Votre modèle d'innovation, il y a une question que je trouve intéressante, c'est quand vous innovez d'un point de vue technologique, est-ce que vous voulez un truc sur étagère, c'est plug and play, et ça marche, et en quelques mois, ça y est, vous avez, ou quelques semaines, très vite, vous avez le retour sur investissement, ça vous rassure? Ou est-ce que vous avez un modèle d'innovation où vous acceptez l'erreur, où vous êtes prêt, vous êtes sur des modèles itératifs, ça ne vous pose pas de problème en termes de culture d'entreprise? Bon, clairement, si vous reliez ça à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur ce modèle-là d'innovation, vous êtes plus compliant avec l'IA d'apprentissage, avec l'IA moderne. Sur le futur du travail, ce que l'on a, si vous devez aller voir plutôt notre rapport de l'année dernière, ce sur quoi on met l'accent, c'est pourquoi des preuves de concept réussies d'un point de vue des KPI qu'on avait fixé à l'expérimentation, pourquoi des expérimentations réussies ne sont pas déployées. Voilà. Quand ça ne marche pas, on comprend. Mais quand ça marche, pourquoi? Ce qu'on montre, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux organisationnels, des enjeux de transformation du travail et des enjeux de culture d'entreprise qui ne sont pas adressés au moment de la phase d'expérimentation et qui, au moment où, évidemment, il faut déployer, eh bien là, on se heurte à ce mur, faute de l'avoir anticipé, de l'avoir engagé en amont de la phase d'expérimentation. Donc, il y a un vrai enjeu autour de cette intégration et de ce déploiement qu'il est important d'adresser dès la phase d'expérimentation. Par rapport à ce qui a été dit aussi, j'insiste, on ne peut pas se faire une représentation claire de ce que c'est un projet d'IA si on ne fait pas d'expérimentation. Il y a dans la nature de cette révolution quelque chose qui est propre à l'IA, qu'on ne peut pas toucher avec toutes les conférences que vous voulez, tous les livres inspirants que vous voulez. Il faut expérimenter. Il y a énormément d'incitations à l'expérimentation. Ça peut être un moment hyper intéressant pour mobiliser des équipes autour d'un sujet assez enthousiasmant, assez excitant. Il faut bien le faire. Il y a des bonnes incitations, des bonnes méthodes d'accompagnement. Il faut expérimenter pour se faire une idée et débuter là-dessus. Parce que sinon, effectivement, si je reprends ce que tu as dit, on rentre dans le paradigme schumpeterien. C'est-à-dire vous serez forcé de vous adapter. L'adaptation, c'est violent. Voilà. L'entrepreneuriat, être proactif, être pionnier, aller vers l'innovation, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, de fait, vous allez être dans une phase où vous allez pouvoir non pas subir, mais entreprendre l'innovation. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que de le subir. Merci Yann. Je vois on a 45 secondes d'avance, Camille. C'est bon. Merci à tous de votre... Oui, Antoine? Juste un tout dernier mot, c'est juste pour reprendre ce que disait Yann, mais il a été lancé il y a 15 jours maintenant par Christophe Béchu et Jean-Noël Barrot, le plan numérique co-responsable, dans lequel il y a 4 chantiers pour le numérique, mais il y a un 5e chantier que le Hub a souhaité pousser, qui est le numérique, l'intérêt du numérique et de l'intelligence artificielle pour les autres industries. Pour être très concret, aujourd'hui, le numérique, disons que suivant les chiffres, c'est entre 3 et 6% de l'impact CO2. Donc, si on gagne 20% sur le numérique, on gagne 1,2 point, quoi. Or, on sait, si je vous prends des exemples dans la décarbonation des transports, décarbonation de la construction, on peut avoir des impacts de 10 à 20 points. Ces deux secteurs-là, c'est chacun 30%. Donc, 15 points, c'est 5 points. Donc, c'est autant que le numérique. Et donc, dans ce chantier-là, qui va être en partie co-animé par le Hub, si ça vous intéresse, en tout cas, nous, on est très ouverts à diffuser le côté intérêt de l'IA pour la transition énergétique. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour ce chantier qui a l'objectif de rendre des résultats d'ici mars 2023. Donc, non, Camille, on a 15 secondes de retard. Merci à tous. Merci à tous et puis à bientôt.